Avec la reddition des forces biafraises, la guerre civile prend fin au Nigeria. Elle aura coûté la vie à plus d'1 million de personnes. Le Boeing 747 entame sa liaison régulière entre l'Europe et les États-Unis. Mohamed Ali remonte sur le ring. Le 14 mars 1970, l'empereur Hirohito inaugure en grande pompe la première exposition universelle sur le continent asiatique. Cette exposition a valeur de symbole, celui de l'ascension fulgurante du Japon. De puissance vaincue en 1945, le pays du soleil levant a désormais rejoint le peloton de tête des grandes nations industrielles. Le Japon n'est d'ailleurs que l'exemple le plus frappant du véritable boom économique du sud-est asiatique. Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Corée du Sud suivent dans la foulée et affichent une croissance record. L'une des clés de la réussite japonaise est d'avoir su investir avant les autres dans le secteur prometteur des nouvelles technologies. L'un des futurs fleurons de cette industrie de pointe, la firme Sony, obtient pour une somme symbolique la licence de fabrication des transistors de Western Electric et se met ainsi en bonne place sur le marché à venir de la microélectronique. L'autre clé du succès japonais vient paradoxalement de son statut de vaincu du second conflit mondial. N'ayant pas le droit de se réarmer, le Japon investit dans sa reconstruction économique et la compétitivité de ses industries. La croissance est au rendez-vous et affiche dans les années 1970 des taux records avoisinant les 10%. Le Japon est devenu le grand rival des États-Unis dans l'industrie automobile. Le premier fabricant mondial de montres surpasse déjà les USA dans la production de téléviseurs et vole à l'Allemagne la première place pour la fabrication d'appareils photo. Enfin, ses performances dans le secteur informatique sont remarquables. Ces excellents résultats font du Japon un concurrent dangereux pour les États-Unis comme pour l'Europe. Mais dans une économie désormais mondialisée, les vieux réflexes protectionnistes ne portent plus les fruits escomptés. Le Mills Bill, adopté par le Congrès américain en novembre 1970, aura peu d'effet sur la balance commerciale du pays. D'autres tentatives suivront pour contrecarrer l'offensive économique japonaise dans le monde, sans succès. Les Beatles se séparent. Paul McCartney commence une carrière en solo. Les astronautes d'Apollo 13 sont récupérés en mer après un amérissage forcé dans le Pacifique. Le général de Gaulle s'éteint dans sa demeure de Colombelles et des Églises. Le 7 décembre 1970, dans un geste spectaculaire qui marquera ses contemporains, le chancelier allemand Willy Brandt s'agenouille devant le mémorial des victimes du ghetto de Varsovie. Geste symbolique de la réconciliation polono-allemande qui se traduit par la signature le même jour du traité de Varsovie. Les clauses du traité illustrent la nouvelle normalisation des relations Est-Ouest en Europe. L'Allemagne fédérale s'engage à reconnaître l'inviolabilité de la frontière occidentale de la Pologne, la ligne Oder-Neisse, imposée lors de la défaite de 1945. Le traité de Varsovie est sans doute le point d'orgue de l'Ostpolitik menée par la coalition socialiste au pouvoir en Allemagne. Dans sa déclaration de politique générale, faite devant le Bundestag le 28 octobre 1969, le nouveau chancelier Willy Brandt impose sa vision réaliste des choses. Après sa rencontre en mai 1970 avec son homologue est-allemand Willy Stoph, le chancelier ouest-allemand entame des négociations avec Moscou, le pivot de toute normalisation. Signé le 12 août, le traité de Moscou engage l'URSS et la RFA à régler leurs différends pacifiquement et à respecter l'inviolabilité des frontières. L'Ostpolitik, l'ouverture vers l'Est, menée par Willy Brandt, est le premier signe d'une véritable détente Est-Ouest, un premier geste en faveur d'une paix durable en Europe. Le 10 décembre 1971, le chancelier allemand reçoit le prix Nobel de la paix à Oslo. Entre les deux Allemagnes, les négociations reprennent.
Elles aboutissent en septembre 1971 à un accord quadripartite sur Berlin, puis en décembre à la signature du traité fondamental consacrant la reconnaissance mutuelle des deux États allemands. En 1973, la RFA signe des accords analogues avec la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Bulgarie. La normalisation est en marche et avec elle, la stabilité et la sécurité en Europe. En Ouganda, un coup d'État militaire porte Idi Amin Dada au pouvoir. À Paris, de violents affrontements opposent les militants gauchistes à ceux du mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau. Charles Manson, reconnu coupable d'avoir assassiné 5 personnes, dont l'actrice Sharon Tate, est condamné à mort. L'un des fondateurs de l'éthologie, l'Autrichien Konrad Lorenz, reçoit en décembre 1973 le prix Nobel de médecine pour ses études sur le comportement animal. Après des recherches en médecine et zoologie, il dirige ensuite l'Institut Max Planck en Haute-Bavière. Il s'intéresse avant tout aux espèces animales, aux poissons et aux oiseaux, chez qui il étudie la formation et le rôle des signaux. Son livre « L'agression, une histoire naturelle du mal » a provoqué une vive polémique lors de sa parution en 1969. En 1978, l'événement scientifique s'appelle Louise Brown, née le 26 juillet à l'hôpital Oldham, près de Manchester, en Angleterre. C'est le premier bébé éprouvette conçu par insémination artificielle. Ses parents, Leslie et John Brown, ne pouvaient avoir d'enfants sauf à demander l'aide de spécialistes de la fécondation in vitro, en particulier le biologiste Robert Edwards. La méthode consiste à prélever un ovule chez la femme, que l'on féconde en laboratoire avec un spermatozoïde, puis à réimplanter l'œuf dans l'utérus de la mère. From the follicle you saw aspirated on the ultrasound screen. You will now blow up the picture. Mais cet exploit de la science n'est pas sans soulever critiques et réserves, dont les milieux religieux se font les porte-paroles. Autre événement, le lancement réussi le 24 décembre 1979 de la fusée européenne Ariane. Fruit d'une collaboration entre différents pays de la communauté, le lanceur Ariane devient un symbole de la nouvelle autonomie de l'Europe vis-à-vis des USA, comme de ses performances technologiques sur le marché mondial. Initiatrice du projet, la France, par l'intermédiaire de l'Agence spatiale européenne, a pris en charge près des 2/3 des coûts de ce que l'on considère désormais comme l'un des grands succès de la construction européenne. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Au congrès d'Épinay, François Mitterrand est élu premier secrétaire du Parti socialiste. Celui-là, il ne peut pas être. En Floride, Disney World, le plus grand parc d'attractions du monde, ouvre ses portes. En France, paysans et écologistes défilent contre l'agrandissement du camp militaire du Larzac. En février 1972, le Japon accueille la 11e édition des Jeux olympiques d'hiver.
Les Japonais n'ont rien laissé au hasard et ont investi plus de 7 milliards de francs pour aménager le domaine skiable de Sapporo. Seul ombre au tableau, l'exclusion du skieur autrichien Karl Schranz, accusé par le comité olympique de compromettre l'éthique des Jeux par ses activités publicitaires. Sévère décision qui est une mise en garde contre une éventuelle dérive commerciale des Jeux olympiques. En patinage de vitesse, l'athlète allemand Erhard Keller renouvelle son exploit de 1968 à Grenoble et domine largement ses 37 concurrents aux 500 mètres. En ski alpin, les skieurs italiens et espagnols créent un effet de surprise en devançant leurs concurrents nordiques plus habitués aux médailles. Francisco Fernandez Ochoa, un Espagnol de 22 ans, gagne l'épreuve de slalom spécial. C'est un Italien, Gustave Toni, qui prend la 2e place et, aux surprises, remporte l'épreuve de slalom géant. La Suissesse Marie-Thérèse Nadic évince la favorite, l'Autrichienne Anne-Marie Preul, et gagne brillamment la médaille d'or en descente et en slalom. Le 26 août 1972, plus de 80 000 spectateurs assistent à Munich à la cérémonie d'ouverture des 20e Jeux olympiques d'été. Plus de 7 000 athlètes représentant 122 pays participent à ces Jeux. Soudain, c'est le drame, la tragédie. Un commando palestinien, Septembre Noir, prend en otage des sportifs israéliens. C'est le bain de sang. 11 athlètes israéliens sont assassinés, 5 terroristes et un policier tué. Malgré l'horreur, les Jeux reprennent sous la pression d'Israël. Le chantage terroriste a échoué. Les athlètes ouest-allemandes font des prouesses. Avec un saut de 1,92 m, la jeune Ulrike Meifart remporte l'épreuve du saut en hauteur et permet à la RFA d'être 4e au classement par médaille. L'Américain Frank Shorter remporte l'épreuve du marathon devant le Belge Karel Lismont et l'Éthiopien Mamo Wolde. C'est encore un Américain, Mark Spitz, qui se distingue en natation en obtenant dans cette discipline pas moins de 7 médailles d'or. La Grande-Bretagne adopte le système métrique. En Méditerranée, la tension s'accroît entre Chypre et la Grèce. En Allemagne fédérale, la police arrête la bande à Bader, recherchée depuis 1968 pour ses actes de terrorisme. L'extraordinaire croissance économique et démographique des années 50 et 60 a un envers redoutable qu'on ne peut plus ignorer. Le progrès industriel engendre des dégradations sur l'environnement dont on maîtrise mal les conséquences à long terme. L'homme ne serait-il pas devenu un véritable prédateur de l'écosystème? Le livre de Dennis Meadows est l'une des premières mises en garde sur les effets d'une croissance effrénée. Au début des années 70, le Club de Rome, qui réunit de nombreuses personnalités politiques ou scientifiques, lance un cri d'alarme. N'est-il pas temps de choisir une autre logique que celle d'une croissance exponentielle? En Occident, les craintes d'un monde devenu trop industriel trouvent un écho dans les mouvements écologistes qui dénoncent le progrès destructeur et réclament des mesures de protection de l'environnement. En avril 1970, on célèbre aux USA le nouveau Earth Day pour sauvegarder la planète. Trois événements vont marquer l'opinion internationale et accélérer la prise de conscience de la nouvelle donne écologique.
Le 10 juillet 1976, l'usine chimique Icmesa de Seveso, en Italie, émet un nuage de dioxine, un gaz connu pour être très toxique sur l'environnement comme sur l'être humain. La population de la région doit être évacuée. Le bilan est lourd, des centaines d'hectares sont contaminés, des milliers d'animaux empoisonnés. Cette catastrophe chimique est suivie 2 ans plus tard par une marée noire sans précédent. Le 16 mai 1978, le pétrolier Amoco Cadiz, venu s'échouer sur les côtes bretonnes, déverse dans la mer 230 000 tonnes de pétrole brut. Une gigantesque nappe noire et gluante s'étend bientôt sur 200 km de côte, entraînant la mort de milliers d'oiseaux, la disparition de la faune et de la flore sous-marine. Cette nouvelle catastrophe choque l'opinion internationale. L'homme n'a plus le droit à l'erreur sous peine de voir disparaître l'écosystème nécessaire à sa survie. Autre menace que dénoncent les écologistes, le nucléaire. Le 28 mars 1979, le système de refroidissement de la centrale Three Miles Island à Harrisburg tombe brusquement en panne. Des vapeurs radioactives s'échappent de la centrale. Le cauchemar est devenu réalité, comme est remise en cause la croyance en l'infaillibilité des technologies. Le mouvement antinucléaire se radicalise. En mai 1979, ils sont 40 000 à manifester à Hanovre contre l'installation d'une usine de retraitement à Gorleben. En octobre, plus de 700 000 personnes défilent à Bonn pour protester contre le nucléaire. L'écologie est désormais un thème avec lequel les politiques doivent compter. Marlon Brando n'hésite pas à refuser l'Oscar, la récompense suprême du cinéma américain, pour prendre la défense des communautés indiennes. 7 minutes, c'est l'une des 2 plus longues éclipses totales du Soleil. En France, les usines LIP de Besançon font l'expérience de l'autogestion. Hiver 1973, un jour pas comme les autres. En Occident, plus une voiture sur les routes, plus une goutte de carburant dans les stations d'essence. La guerre du Kippour au Moyen-Orient est devenue une guerre du pétrole. Rien ne laissait présager cette grande crise à échelle mondiale quand le 6 octobre 1973, les troupes égypto-syriennes lancent une attaque surprise contre Israël. Conscients de leur isolement sur la scène internationale, les pays arabes producteurs de pétrole se réunissent au Koweït et décident de limiter leurs exportations vers les pays amis d'Israël jusqu'au retrait total des Israéliens des territoires occupés. Le prix du baril flambe avec une hausse de 70%. Les premiers concernés, les USA et les Pays-Bas, à l'encontre desquels les pays producteurs ont déclaré l'embargo total. L'Europe, grosse importatrice de pétrole, est elle aussi touchée par le rationnement et la hausse du prix du baril. En Occident, on fait désormais pression sur Israël pour un cessez-le-feu. Le Japon, quant à lui, déclare ne pas hésiter à reconsidérer ses relations avec l'État hébreu. La guerre du pétrole a porté ses fruits. En janvier 1978, la situation semble se détendre. Mais les États importateurs peuvent-ils s'accommoder du doublement du prix de ce qui est redevenu l'or noir ? Cette hausse des prix menace bien des secteurs de l'industrie pour lesquels le pétrole est essentiel. Première touchée, l'industrie automobile. Indépendance énergétique oblige, les pays occidentaux investissent dans l'extraction pétrolière en mer du Nord, le gaz naturel ou le nucléaire.
Mais la hausse des prix d'un produit sans substitut et jusque-là bon marché a des conséquences financières redoutables. Les pays exportateurs voient en un an leurs recettes doubler. Cette énorme circulation d'argent non réinvesti accélère le dérèglement des grands équilibres économiques internationaux déjà sensibles à la fin des années 60. Après 30 années de croissance continue, la crise est là. Chute de la production, de la consommation, inflation, chômage. Est-ce une récession durable ? En 1975, tous les espoirs semblent encore permis. Mais derrière les supertankers, qui en période de surplus énergétique attendent en haute mer le droit de décharger, se profile paradoxalement le second choc pétrolier. L'Exorciste, l'un des films d'horreur les plus controversés, reçoit le Golden Globe. Patricia Hearst, la fille du magnat de la presse américaine, est enlevée. Un soldat japonais porté disparu dans la jungle d'une île des Philippines réapparaît presque 30 ans après la guerre. Moscou, 12 février 1974. L'écrivain soviétique Alexandre Solzhenitsyn est arrêté. Après une procédure plus que sommaire, il est déchu de la citoyenneté soviétique et expulsé hors du pays. C'est en Suisse que l'écrivain choisit de se réfugier, où sa famille le rejoint 2 mois plus tard. Bien avant cette expulsion, les autorités soviétiques ont condamné et interdit l'œuvre littéraire de Solzhenitsyn. Que ce soit Le Premier Cercle, Le Pavillon des Cancéreux ou Août 14, tous les romans de l'auteur dissident dénoncent le régime policier stalinien et l'univers concentrationnaire des camps de travail soviétiques. Après la publication à l'étranger de L'archipel du Goulag, Solzhenitsyn est violemment attaqué par les autorités soviétiques. Les intérêts de l'État sont en jeu. Ce livre détériore à jamais l'image internationale de l'URSS. Élu prix Nobel de littérature en 1970, il ne recevra cette distinction qu'en 1974, date à laquelle il s'est installé à l'Ouest. Solzhenitsyn n'est pas le seul intellectuel à s'élever contre le régime soviétique. Respect des libertés individuelles, défense des droits de l'homme, ces revendications coûtent la liberté à bien des artistes, des écrivains ou des scientifiques. D'autres sont condamnés à l'exil forcé comme André Amalrik ou Léonid Pliouch, ou envoyés dans des camps de rééducation. Un autre dissident célèbre, le physicien Andreï Sakharov, père de la bombe atomique russe, sera lui aussi inquiété et assigné à résidence. Alors qu'il lui est interdit de quitter l'URSS, sa femme reçoit en son nom le prix Nobel de la paix en 1975. Le mouvement des dissidents n'a peut-être eu qu'une audience confidentielle à l'intérieur du pays, mais ces dénonciations ont alerté l'opinion mondiale et discrédité le régime soviétique. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à Valéry Giscard 21h d'Estaing est élu président de la République. Il nomme Jacques Chirac à la tête du gouvernement. À Paris, 2 personnes trouvent la mort dans l'attentat contre le drugstore Saint-Germain. « 8 août 1974, le président Richard Nixon démissionne de son mandat. L'affaire remonte à juin 1972, quand 5 cambrioleurs sont surpris dans l'immeuble du Watergate à Washington, siège du Parti démocrate. Cette interpellation conduit les enquêteurs vers les vrais commanditaires. Howard Hunt, un ex-agent de la CIA, et Gordon Liddy, un proche du staff présidentiel. Richard Nixon veut écarter tout soupçon et nie l'implication de la Maison-Blanche dans ce qui n'est pas encore le scandale du Watergate.
Sa cote de popularité au zénith, Nixon remporte haut la main, le 7 novembre 1972, son deuxième mandat aux élections présidentielles contre son adversaire démocrate. En janvier 1973, le procès des cambrioleurs du Watergate commence. Dans une lettre adressée au juge John Sirica, l'un des inculpés, James McCord, un proche de Nixon, avoue que les accusés ont prêté un faux serment pour protéger de hauts responsables du gouvernement. Ce sont deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, qui révèlent peu à peu à l'opinion publique américaine médusée l'ampleur de la corruption au sein de l'establishment et de l'administration Nixon. Une commission d'enquête est nommée par le Sénat. Ces auditions sont retransmises à la télévision. Les plus proches collaborateurs du président sont appelés à comparaître, puis à démissionner de leur poste. Patrick Gray, chef du FBI, Richard Kleindienst, ministre de la Justice, ainsi que 4 des plus proches conseillers de Nixon. En juillet 1973, nouveau coup de théâtre. Un employé révèle la pratique systématique des écoutes téléphoniques à la Maison-Blanche. De judiciaire, le scandale devient politique. Nixon refuse en effet de remettre au procureur les bandes magnétiques incriminées. Les motifs d'inculpation désormais suffisants, le Sénat adopte la motion d'impeachment. Désavoué aussi bien par la rue qu'à la Cour suprême, Nixon remet les enregistrements aux mains de la justice. La démission du président n'est désormais qu'une question de jours. Le scandale du Watergate aura des répercussions profondes sur la confiance que pouvaient avoir jusque-là les Américains dans leurs institutions. Après la chute du régime des colonels en Grèce, Mikis Theodorakis peut enfin retourner dans son pays. Nouvelle tendance, les graffitis sont élevés au rang d'œuvres d'art. Pour 284, contre 189. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse est votée par l'Assemblée nationale. Depuis 1964, les États-Unis sont engagés dans une guerre contre le Nord-Vietnam qui, au fil des ans, devient aussi vaine et meurtrière qu'impopulaire. Les délicates négociations entre l'Américain Henry Kissinger et son homologue nord-vietnamien Le Duc Tho finissent par aboutir en octobre 1972, mais le Sud-Vietnam refuse d'entériner cet accord. Les efforts de paix tournent court. Le 18 décembre, le président Nixon ordonne la reprise des bombardements sur Hanoï. Pressés d'en finir avec cet interminable conflit, les belligérants signent le 27 janvier les accords de Paris sur les conditions du cessez-le-feu. Les derniers soldats américains quittent le Vietnam, laissant derrière eux un pays dévasté et encore déchiré. Entre nord et sud, la guerre continue jusqu'à la réunification forcée du pays et la capitulation du président sud-vietnamien. Le 4 septembre 1970, le socialiste Salvador Allende est élu en toute légalité président de la République chilienne. C'est une première en Amérique latine et une victoire personnelle pour cet ami de Fidel Castro. Une fois au pouvoir, Allende engage de profondes réformes. Il nationalise les mines de cuivre, le secteur bancaire, engage une importante réforme agraire. Les classes moyennes sont inquiètes et sentent leurs intérêts menacés. À partir de 1972, grèves et manifestations se multiplient, la surenchère révolutionnaire du MIR, parti pro-castriste, et les attentats d'une extrême droite prête au putsch affaiblissent davantage le régime d'Allende.
Les difficultés économiques, une inflation galopante, plongent le pays dans la crise. L'opposition des États-Unis à l'expérience chilienne fera le reste. Le 11 septembre 1973, c'est le coup d'État militaire. Les putschistes prennent le palais présidentiel. Salvador Allende et son entourage sont tués. À la tête de la nouvelle junte militaire, le général Pinochet, qui par la répression sanglante qu'il engage contre l'opposition, plonge le pays dans la terreur. Au Chili, la démocratie est morte et le plébiscite truqué de 1978 ne peut masquer la dictature féroce qui tient désormais les rênes du pays. Paris vit sous le signe de la modernité. Au début des années 70, avec le réaménagement de certains quartiers, la capitale se hérisse de tours d'acier et de verre comme celle de Montparnasse. À la Défense, sur le front de Seine, l'architecture de béton se veut représentative de son temps. Le centre même de Paris, les célèbres pavillons Baltard qui abritaient les halles récemment déménagées à Rungis, ne résistent pas à la vague moderniste. En 1973, le périphérique améliore la circulation dans la capitale. Le nouvel aéroport Charles de Gaulle, construit en 1974, donne une image futuriste de la grande métropole mondiale que veut devenir Paris. Grande prouesse architecturale de la décennie, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Souvent décrié, ce bâtiment conçu par les architectes Piano et Rogers a su, dès son ouverture, conquérir un très large public. Chin-chin, Chin-sano. Signe d'une nouvelle égalité des sexes, les fabricants d'alcool n'hésitent plus à s'adresser aux femmes pour leur promettre la légèreté d'une soirée arrosée. Avec modération, santé oblige. Chin-sano Hats. En Grande-Bretagne, Margaret Thatcher est élue à la présidence du Parti conservateur. Une conférence réunie à Mexico revendique l'égalité des droits pour les femmes. En Chine, des archéologues découvrent une armée de guerriers en terre cuite enterrés dans le mausolée du premier empereur chinois. Helsinki, 1er août 1975. 35 chefs d'État et de gouvernement adoptent l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Excepté l'Albanie, tous les pays européens ainsi que les USA et le Canada apposent leur signature à ce que l'on considère être le point d'orgue de la détente. L'idée d'une conférence sur la sécurité en Europe n'est pas neuve. Dès 1954, l'Union soviétique en prend l'initiative, mais se heurte aux réticences occidentales. Début 1970, les choses ont changé. La politique de détente impulsée par le tandem Nixon-Kissinger, les progrès de l'Ostpolitik menés par le chancelier Willy Brandt ouvrent la voie de la négociation. C'est le 3 juillet 1973 que débutent à Helsinki les travaux de la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. L'acte final sera signé 2 ans plus tard. Tous les pays signataires s'engagent à reconnaître l'inviolabilité des frontières héritées de l'immédiate après-guerre et à ne pas recourir à la force en cas de différend. Autre volet de l'accord, la nécessité de développer une coopération économique et technologique entre les différents États. Enfin, les pays signataires s'engagent à respecter les libertés démocratiques et la libre circulation des hommes et des idées. L'acte final d'Helsinki n'est peut-être qu'une déclaration de bonnes intentions, dont certaines ne seront pas suivies d'effets, mais son écho sur le plan moral et politique lui survivra longtemps. Exilé à Pékin depuis 1970, Norodom Sihanouk, ex-roi du Cambodge, rentre à Phnom Penh.
350 000 soldats marocains marchent vers le Sahara occidental, occupé par les Espagnols. Au Liban, c'est le début de la guerre civile opposant les milices chrétiennes aux musulmans soutenus par les Palestiniens. Le 20 novembre 1975, après 40 ans de dictature, le général Franco meurt à l'âge de 82 ans. C'est un coup d'état militaire contre les républicains qui l'a en 1936 porté au pouvoir en Espagne. Soutenu par l'armée, l'église et des grands propriétaires terriens, le caudillo gouverne l'Espagne d'une main de fer. À sa mort, son successeur attitré, le prince Juan Carlos, est couronné roi d'Espagne. Il a reçu l'éducation et la formation nécessaires pour maintenir l'héritage franquiste intact. Mais ce jeune roi de 37 ans qui passe pour indécis se révèle beaucoup moins docile que prévu. Les amnisties successives de prisonniers politiques et la légalisation des partis donnent le ton de la politique menée par le nouveau gouvernement d'Adolfo Suárez. Le 15 décembre, un référendum rétablit le suffrage universel. Malgré les manifestations des nostalgiques de l'Ancien Régime, le processus de démocratisation en Espagne semble irréversible. Au Portugal, le processus de démocratisation remonte à l'année 74. Une crise militaire ouverte sur la question des guerres coloniales en Afrique vient à bout de la dictature salazariste. Au centre de la contestation, le général Spinola, qui plaide pour l'autodétermination des colonies portugaises. Destitué de ses fonctions, Spinola tente un coup d'état militaire. Cette révolution des œillets porte au pouvoir une junte militaire décidée à libéraliser la vie politique du pays. Quelques mois plus tard, la révolution se radicalise et Spinola est contraint d'abandonner le pouvoir. Les nationalisations et la réforme agraire engagée par le nouveau gouvernement sont loin de faire l'unanimité. Le Portugal doit aussi faire face à l'immigration massive consécutive à l'indépendance de ses colonies. Pendant quelques mois, la menace d'une dictature communiste plane sur le Portugal. Une menace conjurée le 25 avril 1976 avec la tenue des premières élections libres qui donnent aux socialistes une majorité relative au Parlement. Le 27 juin, le nouveau président de la République, le général Ramalho Eanes, nomme le socialiste Mário Soares Premier ministre. Mais la démocratie est encore bien fragile. En France, la barre du million de chômeurs est franchie. Les résultats du premier loto national, je vous rappelle que seuls les habitants de Paris et de la Le premier tirage du loto attire de nombreux joueurs. province. À la une des journaux, le casse de la Société Générale à Nice. Les 12e Jeux olympiques d'hiver se déroulent à Innsbruck, la capitale tyrolienne. La skieuse allemande Rosi Mittermeier fait des prouesses. Elle remporte l'épreuve reine de descente. 3 jours plus tard, elle arrive en tête au slalom. Avec 2 médailles d'or et 1 d'argent, Rosi rejoint le panthéon des meilleures skieuses de tous les temps. Aux épreuves de bob et de luge, les performances des sportifs est-allemands sont impressionnantes. Grâce à une aérodynamique parfaite, l'équipe remporte 5 médailles d'or, 1 d'argent et 1 de bronze, un véritable raz-de-marée.
L'équipe russe de hockey mérite bien son surnom. Les Spoutniks de la glace transforment leur défaite 3-2 en victoire 4-3 dans le match qui les oppose à l'équipe tchécoslovaque. Ils contribuent par ce titre à la victoire écrasante de l'Union soviétique à Innsbruck. Les 21e Jeux olympiques d'été de Montréal s'ouvrent sur un coup d'éclat. Les délégations d'Afrique noire exigent auprès du comité olympique l'exclusion de la Nouvelle-Zélande. Leur argument, l'équipe de rugby néo-zélandaise a entrepris une tournée en Afrique du Sud, le pays de l'apartheid. Leur demande rejetée, les 25 équipes africaines refusent de participer aux Jeux. La révélation de ces Jeux s'appelle Nadia Comaneci. Cette petite Roumaine s'est Si plus de la moitié des médailles olympiques vont au bloc de l'Est, c'est aussi en raison des prouesses de la jeune nageuse est-allemande Cornelia Ender, qui avec ses 4 médailles d'or est juste après le gymnaste russe Nikolai Andrianov, l'athlète la plus récompensée. En France, par 45 à l'ombre, c'est la sécheresse. En septembre, le Parlement vote l'impôt de solidarité en faveur des agriculteurs. Le Rassemblement pour la République. L'UDR se transforme en Rassemblement pour la République, le RPR, sous la présidence de Jacques Chirac. Dans les Pyrénées françaises, la première centrale électrique solaire entre en service. La décennie est riche en chefs-d'œuvre cinématographiques. L'un des films marquants sort en 1972 sur les écrans. Il s'agit du Parrain, réalisé par l'américain Francis Ford Coppola, d'après le roman de Mario Puzo. Grande saga de la famille Corleone, dominée par la figure du chef mafieux Don Vito, alias Marlon Brando, ce film décrit un monde en passe de disparaître. Le code de l'honneur mafieux, aussi cruel soit-il, ne résistera pas à la poudre blanche et à ses colossaux bénéfices. Un autre film américain bat des records au box-office. Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg, cloue littéralement d'horreur les spectateurs sur leur siège. Par sa brillante maîtrise des effets spéciaux, son talent du suspense, Spielberg est acclamé comme l'enfant prodige d'Hollywood. Son film rapporte au producteur plus de 100 millions de dollars. Vol au-dessus d'un nid de coucou du réalisateur tchécoslovaque Milos Forman fait aussi beaucoup parler de lui, en grande partie grâce à Jack Nicholson. Parabole sur l'enfermement et l'aliénation, ce film parfois morbide illustre le combat perdu d'avance contre un système oppressif. Nicholson recevra l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation inoubliable. Le réalisateur Rainer Werner Fassbinder, tête de file du nouveau cinéma allemand, sort en 1978 Le mariage de Maria Braun. Avec ce film, Fassbinder poursuit son travail inclassable sur l'histoire récente de son pays, ses brûlures et ses blessures. Interprétée par Anna Schygulla, Maria Braun mêle son destin douloureux à celui de l'Allemagne de 1945. Un autre film, plus léger, propage la mode disco en Europe. La fièvre du samedi soir devient vite une épidémie. Le film fait recette, la musique des Bee Gees aussi, et John Travolta est propulsé au firmament des superstars américaines.
La navette spatiale américaine Enterprise part pour son premier voyage sur le dos d'un jumbo jet. L'équipe de France de rugby gagne le Grand Chelem. Le King Elvis Presley meurt à Memphis à l'âge de 42 ans. Les années 70 sont les filles de 68. L'heure est à l'affirmation de l'individu qui revendique le droit au bonheur et à l'épanouissement personnel. Fuir la société industrielle et ses contraintes pour un monde meilleur et fraternel. Tel est le rêve de nombreux jeunes qui, à la morale de leur père, préfèrent la spiritualité douce de l'Extrême-Orient. Sur le front de la libéralisation des mœurs, les femmes ne sont pas en reste. Elles revendiquent un peu partout l'égalité des sexes et la reconnaissance de leur place dans la société. En France, le MLF, le mouvement de libération de la femme, a rejoint la mouvance contestataire non communiste. Par ses actions spectaculaires, le MLF lutte pour la reconnaissance du droit des femmes à la contraception et à l'avortement. Gisèle Halimi devient la fervente avocate du droit de la femme à disposer de son corps. Dès 1974, l'Assemblée vote la loi présentée par Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. La mode est bien un miroir de l'individualisation croissante de la société. Par le vêtement, chacun exprime sa personnalité à l'antipode de tout stéréotype social. Plus de diktat, ni sur la longueur d'une robe ou d'une jupe, ni sur le style plus ou moins sophistiqué des chaussures. Tout semble possible, tout semble permis. Une seule contrainte, la recherche du bien-être et le culte de l'image de soi. Désormais, on fait attention à sa ligne. On mange moins, on mange mieux, comme le prouve le véritable boom du yaourt. Le corps est devenu une véritable religion. On l'entretient, on le surveille. Amateurs de jogging, d'aérobic, tous rêvent d'une jeunesse désormais éternelle. Le leader démocrate chrétien Aldo Moro est enlevé et assassiné par les Brigades Rouges. Au Zaïre, les parachutistes français sautent sur Kolwezi. Après la mort de Paul VI et de Jean-Paul Ier, l'évêque polonais Karol Wojtyła leur succède sur le trône de Saint-Pierre. Depuis sa création, l'État d'Israël a connu 4 guerres avec ses voisins arabes. L'État hébreu occupe désormais le Sinaï, la Cisjordanie et les monts du Golan à la frontière syrienne. En septembre 1978, le président américain Jimmy Carter invite dans sa résidence de Camp David le premier ministre israélien Menahem Begin et le chef d'État égyptien Anwar el-Sadat. L'objectif de cette rencontre au sommet, trouver une solution au conflit israélo-arabe. Après 13 jours d'âpres négociations, Begin et Sadat signent in extremis 2 accords cadres. Le premier prévoit l'évacuation du Sinaï par les troupes israéliennes dans un délai de 3 ans. Le second, plus vague, envisage la création d'une administration autonome en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et l'ouverture de négociations avec les représentants du peuple palestinien. Israël doit jusqu'au traité de paix cesser toute implantation nouvelle de colonies juives dans les territoires occupés. Sur la base de ces concessions mutuelles et malgré l'opposition de leur extrémisme respectif, Begin et Sadat signent le 26 mars 1979 à Washington le traité de paix israélo-égyptien. Les 2 chefs d'État, dont la poignée de main est devenue légendaire, reçoivent le prix Nobel de la paix. La réaction des États arabes ne se fait pas attendre. Ils suspendent toute relation diplomatique avec celui qu'ils appellent le traître égyptien et l'excluent de la Ligue arabe. Le 6 octobre 1981, le président Sadat est assassiné par des extrémistes musulmans. Les accords de Camp David ne sont déjà plus qu'un souvenir.
le coureur automobile suédois Ronnie Peterson trouve la mort sur le circuit de Monza. Greenpeace remporte une grande victoire en empêchant l'assassinat planifié de 35 000 phoques. En Guyane, le gourou Jim Jones entraîne plus de 900 adeptes de sa secte dans un suicide collectif. « 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini atterrit à l'aéroport de Téhéran. C'est un retour triomphal pour le chef de la communauté chiite, âgé de 78 ans, en exil depuis 1964. Chassé d'Iran pour ses positions anti-monarchistes, il a vécu en Turquie, puis en Irak et en France. Un an plus tôt, de violentes émeutes ont renversé le régime autocratique du Shah. À Qom, Tabriz, Téhéran, étudiants, intellectuels et religieux manifestent contre l'absolutisme du monarque et la répression redoutable de sa police politique, la SAVAK. Les émeutes sont réprimées dans le sang. Le Shah promet des réformes, plus de justice sociale, mais il est déjà trop tard. La modernisation à l'occidental du pays, menée par le monarque, n'a profité qu'à quelques-uns. Contraint d'abdiquer, il quitte l'Iran avec sa femme, la reine Faradiba. Quelques jours après son retour, l'imam Khomeini peut compter sur la neutralité de l'armée. L'ancien Premier ministre Shapur Bakhtiar abandonne ses fonctions sous la pression de la rue. Une nouvelle ère commence en Iran. Le 1er avril 1979, l'imam proclame la République islamique d'Iran. Une vague d'exécutions sommaires s'abat sur les responsables de l'ancien régime. En novembre, des étudiants islamiques prennent d'assaut l'ambassade des USA et gardent une cinquantaine de ressortissants américains en otage. Ils exigent l'extradition du Shah. Les sanctions prises par Jimmy Carter ne font que renforcer les manifestations anti-américaines. Après une première tentative sans succès, les otages sont enfin libérés en janvier 1981. Lors du référendum de 1979, une écrasante majorité approuve la constitution en Iran d'une république islamique. C'est le début d'un nouvel ordre politico-religieux dont les campagnes d'épuration et la répression n'ont rien à envier à celles du précédent monarque. En France, les sidérurgistes en colère organisent une marche sur Paris. L'ex-président pakistanais Zulfikar Ali Bhutto est exécuté. Les Européens élisent au suffrage universel la première assemblée européenne dont Simone Veil devient la présidente. Le 17 juillet 1979, l'une des révolutions les plus sanglantes s'achève au Nicaragua. Après plus de 40 ans de dictature et 18 mois de guerre civile, le Front de libération sandiniste renverse le régime de la dynastie Somoza. C'est une nouvelle junte de reconstruction nationale réduite à 5 personnes qui entrent sous les acclamations de la foule à Managua. Président depuis 1967, Anastasio Somoza est connu pour les pires exactions qu'il commandite à sa garde nationale. Avant sa fuite en Floride, le 4e représentant de la dynastie des Somoza possédait près d'un tiers des terres fertiles et les plus importantes industries du pays. Il peut compter avec l'appui des États-Unis qui ont tout avantage à maintenir le dictateur. Dévoué aux grands propriétaires terriens, le régime somoziste n'a pas peur d'exploiter une population maintenue en dessous du seuil de pauvreté. Dans les années 1930, des heurts sanglants avaient déjà opposé la population à la garde nationale. En mémoire du combattant César Sandino, assassiné en 1934, le mouvement de libération créé en 1962 est baptisé Front Sandiniste.
Il lutte contre Somoza et l'impérialisme américain. L'assassinat en janvier 1978 de Pedro Joaquim Chamorro, directeur du journal d'opposition La Prensa, marque le début d'une guerre civile qui, malgré son lourd bilan, vient à bout du dictateur. Le nouveau gouvernement de coalition rétablit les libertés, nationalise les propriétés de Somoza et annonce une réforme agraire. Mais la coalition entre démocrates bourgeois et révolutionnaires sandinistes est fragile, et le régime s'aligne bientôt sur le modèle castriste. En Centrafrique, l'empereur Bokassa Ier est déposé et condamné à mort par contumace. Traqué depuis 1978, Jacques Messrine est abattu par la police. Mère Teresa reçoit le prix Nobel de la paix. Le 27 décembre 1979, les troupes soviétiques entrent à Kaboul. L'Afghanistan en est à son 4e coup d'État en moins de 6 ans. En juillet 1973, la monarchie est renversée. 5 ans plus tard, un nouveau putsch dépose le président et instaure une république démocratique calquée sur le modèle soviétique. Le nouveau gouvernement, proche de Moscou, tente d'enrayer la poussée des islamistes. Ceux-ci, appuyés par les USA et le Pakistan, prennent les armes et contrôlent bientôt plus des 3/4 du pays. Nouveau coup d'État en 1979. Le président Nour Taraki est assassiné par son premier ministre, Hafezollah Amin, qui prend le pouvoir. L'armée rouge intervient pour mater la résistance afghane. Impopulaire, le président est à son tour renversé par le nouveau candidat de l'Union soviétique, Babrak Karmal. Entre le pouvoir soutenu par l'occupant soviétique et la résistance islamiste afghane appuyée par les Occidentaux, les combats ne sont pas près de finir. Pékin, le 9 septembre 1976. Mao Tse-tung, le grand timonier, meurt à l'âge de 82 ans. Une page de l'histoire chinoise est définitivement tournée. Des dizaines de milliers de Chinois viennent lui rendre un dernier hommage. Plus d'1,5 million de personnes assisteront à ces funérailles grandioses, dont de nombreux chefs d'État ou de gouvernements étrangers. Belfast, le 14 août 1976. Plusieurs milliers de femmes, catholiques et protestantes, manifestent ensemble contre la terreur qui règne en Irlande du Nord depuis 1969. Au sud, la République d'Irlande, catholique, se bat pour la réunification avec le Nord. En revanche, les 6 provinces du Nord, sous administration britannique, sont à majorité protestante et refusent un rattachement avec le Sud, plus faible économiquement. L'armée britannique intervient pour maintenir l'ordre et devient la cible privilégiée de l'IRA, l'armée de la République irlandaise. Le retour au calme n'est que de courte durée et l'IRA reprend ses attentats contre les forces de la couronne. Au début des années 70, Jean-Paul Sartre illustre sans doute le mieux la figure de l'intellectuel engagé. D'une inépuisable activité pétitionnaire, il met sa célébrité au service de son engagement aux côtés des mouvements gauchistes. Je ne fais pas partie de la gauche prolétarienne, je n'en ai jamais fait partie. J'ai pris la direction de la cause du peuple parce que je voulais exprimer ma solidarité avec tous ceux qu'on a mis en prison au nom de délits d'opinion.
Du haut de leur magistère, un Michel Foucault ou un Roland Barthes exercent eux aussi une profonde influence sur le mouvement contestataire. Mais ce gauchisme généraliste est déjà en perte de vitesse. Les obsèques de Pierre Auvernet, tué par un vigile à l'entrée des usines Renault, amorcent déjà la crise de l'intelligentsia française. Avec l'apparition de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, véritable traumatisme pour la gauche intellectuelle, l'heure est à la remise en question. Une nouvelle génération d'intellocrates occupe désormais la place laissée vacante par les anciens maîtres à penser. Hier adversaires, Sartre et Aron se retrouvent ensemble à l'Élysée pour plaider la cause des boat people vietnamiens. Sur fond de crise du marxisme, l'humanitaire signe la fin des anciens antagonismes. La pub suit son époque. Elle ose la métaphore, douteuse ou pétillante selon les goûts, pour évoquer le plaisir d'une vie libérée des tabous les mieux ancrés. Mais où est passée la censure ?